Salut à tous. Aujourd'hui à Footcast, je suis en compagnie de Yannick Tsafaknanou, défenseur du Celtics de Haut-Richelieu en PLSQ. Comment vas-tu, Yannick? Bien, et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être présent aujourd'hui avec moi. Euh, Toi, tu as évolué en PLSQ la saison dernière avec le Celtics de Haut-Richelieu sur la Rive-Sud. Est-ce que tu peux expliquer brièvement c'est quoi la PLSQ, donc quoi aux spectateurs, parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Donc, la PLSQ, c'est la troisième division du niveau canadien. Donc, c'est la plus haut niveau que tu peux jouer avant le professionnel ici au Québec. Puis, elle a été créée en 2012 par Soccer Québec pour justement donner des opportunités aux jeunes joueurs, puis aussi à des plus vieux joueurs à jouer à un certain niveau. Justement, tu viens de parler de l'aspect que c'est une ligue semi-professionnelle. C'est quoi cet aspect semi-pro? Certains ont des contrats, d'autres non. Est-ce qu'il y a des payes? En gros, c'est quoi semi-pro? Mais dans le fond, effectivement, certains ont des contrats et qui peuvent pas en vivre encore, mais c'est un certain montant qui permet de pouvoir, mettons, c'est comme un job d'été dans le fond. Puis la plupart des clubs donnent des primes de match, donc les plus gros clubs. Puis pour le moment, c'est encore une ligue en développement, donc il y a certains clubs comme le Celtics qui ne donnent pas de primes, mais il y a quand même certains avantages. Est-ce qu'il y a des partenariats, entre guillemets, entre les clubs quand ils signent un joueur, alors de lui donner un contrat semi-professionnel avec l'équipe première et lui donner un poste d'entraîneur pour une équipe de jeunes ou quelque chose? Il y a des partenariats qui se font ou pas vraiment? Non, ben pas ce que je sais. Là, pour le moment, je pense pas qu'il y ait des partenariats, mais souvent, c'est des choses que le club va directement te proposer. Moi, par exemple, on me l'a proposé, puis c'est sûr que je suis vraiment intéressé parce que le Celtic, c'est un projet qui me tient à cœur, puis j'ai envie de faire développer le club. Mais ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent, avec ceux qui ont la voiture, par exemple, qui peuvent se déplacer, ils le font souvent, mais d'autres qui n'ont pas trop le temps ou qui n'ont pas les moyens, comme moi, qui a de se déplacer tout le temps, pour le moment, ne le font pas. Tu viens de dire que le projet des Celtics, il te tient à cœur. C'est quoi le projet du Celtics? C'est vraiment axé sur les jeunes de la région. Ça, c'est vraiment important pour le Celtics de mettre de l'avant les jeunes qui viennent de Saint-Jean et de la Rive-Sud. Puis c'est sûr que c'est un projet qui cherche à développer les jeunes, puis faire un peu un club familial. Donc, souvent, les joueurs vont coacher, les petits du club, ils vont venir nous voir quand on va à leur entraînement, on leur fait la main. Tout le monde se connaît un petit peu, puis c'est vraiment un bon projet, je trouve. J'aimerais te parler un peu maintenant de l'aspect médiatique et de l'ampleur de la ligue. Donc, la PLSQ n'a pas encore de moyens de diffusion pour les matchs, comme tu le sais. Donc, est-ce que tu penses que diffuser les matchs serait rentable, un peu comme la NISA aux États-Unis, qui ont leur propre site avec la diffusion de tous les matchs, de chaque match des équipes de la ligue? Moi, je pense que pour le moment, sur le court terme, ça serait pas rentable. Mais par contre, je pense que dans le futur, ça pourrait l'être, comme on le voit par exemple avec la LHMQ. J'aime bien souvent comparer la PLSQ et la LHMQ parce que c'est deux ligues qui mettent de l'avant les jeunes, même si à la PLSQ c'est différent, puisqu'il y a aussi des joueurs très expérimentés qui ont été professionnels. Donc, je pense que dans le futur, ça pourrait être intéressant parce qu'on le voit, là, il y a des matchs avec 1000 spectateurs. Donc, les grosses affiches de PLSQ, ça attire le public. Puis, on peut même voir certains matchs qui sont couverts par TVA Nouvelles. Souvent, c'est pas pour les bonnes raisons, ça peut être pour des débordements, mais ça, on en parle, puis on commence à avoir une plus grosse ampleur qu'il y a 5 ans derrière, par exemple. Ben maintenant, il y a des petits médias comme Québec Foot, que c'est ton coéquipier Claude Hervé au Celtics qui gère, ou il y a aussi Juste Soccer qui est géré par Julien Dubois, qui couvre un peu les nouvelles du soccer au Québec. Est-ce que tu penses que c'est assez pour le moment? Pour le moment, je dirais que c'est suffisant parce qu'ils font un très bon travail. Je pense que c'est suffisant, mais si on veut aller de l'avant, je crois qu'ils devraient peut-être avoir des collaborations ou des concurrents qui vont vraiment apporter, qui vont faire développer le foot ici parce qu'on voit que sur les réseaux sociaux, je regarde avec les États-Unis par exemple, on est en retard. Aux États-Unis, souvent, tu vas voir des highlights de joueurs de U15 d'une académie, puis ça va faire des milliers de vues parce que ils vont mettre ça de l'avant, puis ils ont une culture du sport qui est au-dessus de la nôtre. Même si j'aime bien dire qu'au Canada, on aime trop se sous-estimer, puis qu'on aime le sport ici et là. Comme ça, on le met de l'avant, il y aurait de la clientèle qui aimerait consommer ces produits. Puis on le voit en ce moment avec Panenka Football ou même d'autres comptes Instagram qui mettent de l'avant les jeunes ici, de PLSQ ou même du 3A. Ils mettent des petits highlights, puis c'est ça qu'il nous faudrait dans le futur. Plus. Ben, c'est vrai qu'ici au Québec, quand tu vois des équipes, tu sais, il y a quelques équipes qui font des séances vidéo, qui filment leurs matchs, puis qui analysent leurs matchs après,
en équipe, les coachs, ils analysent. Puis chaque fois qu'on voit ça, souvent, surtout quand on est plus jeune, on dit waouh, c'est des tryhards et tout. Mais en réalité, aux États-Unis, ils font ça dès 14, 15 ans. Même en Europe, ils font ça dans les académies dès 13, 14, 15 ans aussi. Puis je pense que c'est un avantage qu'ils ont par rapport à nous. Puis nous, faut pas qu'on voit ça comme un mode de tryhard. Faut qu'on voit ça comme un mode qui aide à avancer puis qui aide le foot. Je pense. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, par exemple, j'ai commencé vraiment à avoir des séances vidéo cette année avec le Saint-Jean-PLSQ. L'année passée, à Longueuil, il le faisait aussi, mais vu que j'étais encore en réserve, on n'avait pas accès à nos vidéos, nous, en réserve. Puis les années d'avant, dans le 3A, on avait, dans les gros matchs, on analysait l'adversaire, mais des matchs de nous, c'était très rare qu'on fasse des séances vidéo. Puis maintenant, je pense que c'est primordial pour les jeunes parce qu'il y a plein d'erreurs que j'ai corrigées cette année, pardon, que j'ai corrigées cette année, que j'ai malheureusement pas pu travailler dessus avant parce que je m'étais jamais vu le faire. On me le disait, ah, tu gardes trop la balle, ah, tu dribbles trop devant ton but. Mais le fait de le voir, c'est vraiment un game changer pour moi, en tout cas. Qu'est-ce qui manque selon toi au championnat québécois pour passer au niveau supérieur? Selon moi, ce qui manquerait, je pense déjà d'un, ça serait de l'argent. Parce que s'il y a des investisseurs qui viennent mettre un peu d'argent, je pense que ça ferait du bien à la Ligue. Parce que les meilleurs joueurs auraient plus d'incitatifs à rester dans la Ligue. Donc souvent, on va voir des joueurs, des très bons joueurs qui vont, par exemple, aller en France ou aller aux États-Unis parce que là-bas, ils vont être payés. Donc je pense que le fait d'avoir un petit peu d'argent, je dis pas des millions et des millions, mais par exemple, donner plus de primes de match et que dans chaque club, ce soit un prérequis, ça hausserait le niveau, puis ils prendraient ça plus au sérieux. Puis ça serait un bon début. On a parlé du public. Déjà, je pense que il faudrait que les jeunes des clubs, ils viennent voir l'équipe première. Parce que c'est un projet d'ensemble, c'est pour un club. Par exemple, juste avoir, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'allais voir les matchs du Seigneur 2A. Oui, c'était Seigneur 2A à Candiac. Mais pour moi, c'était important d'aller voir ces matchs-là parce que je voulais devenir comme eux, puis j'apprenais de eux, dans le fond. Donc, pour les jeunes, c'est bénéfique. Puis, s'il y a plus de gens qui vont venir voir les matchs, ben là, peut-être que les compagnies vont se dire, oh non, ça nous ramène une visibilité, puis ils vont être willing de mettre de l'argent. Donc, je pense que ça partirait par là. Donc, vraiment de créer une atmosphère autour de chaque club afin d'apporter des publics, puis là, d'avoir plus d'argent pour nous permettre de garder nos meilleurs joueurs ici. Ben, tu viens de parler de public. Puis quelque chose, quand je pense à public, moi je pense, tu sais, les matchs aux États-Unis universitaires, tu vois qu'ils ont des stades de 60 000 places, 70 000 places, surtout pour le football américain, aussi le basket, mais même le foot ou même d'autres sports, ils ont des stades. J'ai été visiter une université américaine cet été, ils avaient un stade de baseball, de softball, deux séparés, de lacrosse. Donc ils ont tout. Je pense que nous, au Québec, si on serait capable d'avoir le public, tu sais, de dire à tout le monde de la ville qui aime le foot, il faut que tu aimes un minimum, ou même qui n'aime pas, venez essayer, venez voir. Mais on dirait qu'on n'arrive pas, les gens, ils ont pas encore cette culture, tout le monde, de venir voir un match de foot semi-professionnel. Ils vont aller voir le CF Montréal de temps en temps, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils viennent voir le Celtics ou une autre équipe de PLSQ? Ben, déjà, c'est très intéressant parce que la question, je me suis souvent posé la question, quand tu vois même universitaire ici, tu peux voir qu'il y a un certain engouement. Donc, les Carabins, par exemple, à chaque match, surtout pour le football américain, les gens viennent. À Champlain, quand j'étais à Champlain, tous nos amis, toute l'école venait nous voir jouer quand c'était des gros matchs. Parce que, même pas parce que le niveau était incroyable, mais juste parce que leurs amis jouaient, puis ils ont un sentiment d'appartenance. Puis moi, je pense que ça part de ce sentiment d'appartenance. Comme si on arrive à l'avoir pour nos écoles, je suis convaincu qu'on peut l'avoir pour nos villes, encore plus même, parce que pour moi, personnellement, ma ville, c'est important pour moi. Je viens de Candiac, je suis fier de dire que je viens de Candiac. Malheureusement, je ne peux pas jouer pour Candiac vu qu'il n'y a pas une équipe au niveau que je joue. Mais je pense que ça partirait d'un sentiment d'appartenance puis mettre l'emphase sur ça. Donc, mettre des vidéos sur Internet, inviter les jeunes lors des pratiques, leur donner des billets pour les matchs. Peut-être mettre aussi, par exemple, à Saint-Jean, on avait au stade du cégep, on avait des collations, il y avait quand même une cafétéria. Donc, le monde, c'est pas seulement voir le match, c'est vraiment vivre une expérience. Donc, tu viens, tu passes un bon moment avec tes parents, tu manges bien, tu bois bien, puis tu passes un bon moment à voir un beau match de foot. Penses-tu que c'est possible d'avoir une équipe professionnelle autre que le CF Montréal au Québec dans un futur proche ou lointain? Moi, honnêtement, je pense pas que c'est possible de. En fait, je pense que c'est possible d'avoir une équipe professionnelle autre que le CF Montréal. Si on parle par exemple de la CPL, je suis convaincu qu'on peut avoir une équipe au Québec. C'est même primordial. On est la meilleure province, sur ce qu'on l'a montré plusieurs fois lors des Jeux du Canada. Euh, on a du talent.
Donc, c'est sûr que, par exemple, à Québec, moi, je pense qu'il y aura une équipe bientôt. J'avais entendu parler d'un projet pour 2024 à Québec. Puis, je pense que ça va vraiment être intéressant parce que on voit même en CPL, les meilleurs joueurs, c'est des Québécois. En MLS, les Québécois performent. Donc, partout qu'on va, les Québécois, quand on est là, on performe. Puis, ça, je pense que ça serait possible d'avoir une équipe, même deux équipes. Une à Québec, une à Laval ou autre. Des régions, des grosses villes comme Sherbrooke, je pense que c'est possible d'avoir plusieurs clubs, mais que ça va prendre du temps. Puis qu'il faudrait déjà que une ville à un club pour montrer aux autres, montrer la voie aux autres qui pourraient après avoir leur club aussi. Quand on prend le Québec, on a, on va dire, 4 régions qui ont des gros potentiels footballistiques. Donc, Laval qui a plusieurs équipes de PLSQ, Montréal, mais Montréal qui ont déjà le CF Montréal. Il y a la Rive-Sud aussi qui a plusieurs clubs de PLSQ, puis qui a des, même plus bas, qui ont des très, très bonnes équipes, qui se font toujours des montées en 3 et tout. Puis on a le Québec, le centre du Québec, la ville de Québec, qui ont des bons niveaux. Donc moi, je suis d'accord avec toi que on est obligé à un moment donné d'avoir une équipe quelque part dans un de ces endroits-là, puis éventuellement dans, dans plusieurs villes, peut-être deux endroits au Québec. Et quand tu me disais tantôt pour qu'est-ce qu'il faudrait à la Ligue pour passer un cap, moi je pense que s'il y a des clubs professionnels qui arrivent au Québec, c'est sûr que les meilleurs joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir se montrer dans le semi-pro pour pouvoir aller en CPL et pour une fois après aller en MLS, puis ainsi de suite pour aller en Europe un jour. Donc, si on a des clubs ici, les joueurs qui arrêtent à 18 ans parce qu'ils ne voient aucun potentiel euh, dans le futur pour jouer professionnellement, mais peut-être qu'ils vont penser à deux fois avant de quitter pour se dire, bon, ben moi, j'ai peut-être vraiment une chance d'aller pro. Quand ils vont voir leurs amis aller professionnel, ils vont se dire qu'eux aussi peuvent le faire, puis ça va leur donner espoir, puis plus de sérieux dans la ligue. Pour finir, parlons un peu de toi, Yannick. Personnellement, moi, je te connais depuis secondaire 1. J'ai eu la chance d'évoluer pendant 5 ans avec toi, avec Jean Lamennais au futsal. Donc, le futsal qui est le foot intérieur, foot en gymnase. Puis je te le dis très franchement, tu es le meilleur joueur avec qui j'ai évolué dans mon parcours footballistique. Puis déjà, ça se voyait à l'époque que tu étais un joueur qui avait faim. Tu avais des qualités de leader que très peu de joueurs ont. Puis j'ai pu voir ton développement au cours des 7-8 dernières années. Puis c'est assez impressionnant. Donc, pour commencer, puis juste nous résumer brièvement ton parcours. Ben, mon parcours il est très simple. J'ai commencé un peu tard, vers l'âge de 8 ans. Puis c'était à Candiac que j'ai commencé. J'avais un très bon coach qui s'appelle Étienne Noël, qui lui m'a fait confiance très rapidement. Il m'a directement monté avec la catégorie au-dessus, donc avec les U10. Donc j'ai pas fait mon U9. Mais en fait, je l'ai fait, mais je faisais les matchs aussi avec les U10. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après ça, j'ai pu intégrer le CDR. Ben, le CDR, dans le fond, c'était une sélection des meilleurs joueurs de chaque région qui pouvaient après s'affronter lors des Jeux du Québec ou lors du tournoi de soccer régional. Donc, c'était vraiment une bonne expérience. À chaque année, on était invités. Au fur des mois, puis au fur des semaines, il y avait des coupures. Puis à la fin, on était 22, je crois. Ouais, 22. Puis c'était en fait les 22 meilleurs joueurs, jeunes joueurs en bas de 13 ans qui jouent pour les Jeux du Québec. Donc, ça, c'est grâce justement à mes coachs que j'ai eu à Candiac qui m'ont beaucoup fait confiance puis qui m'ont amené à me développer. Puis après ça, après le CDR, bon, j'ai aussi joué à l'académie. Ben, c'était la fin de la CP, c'était à la Puma de Montréal-Nord. C'est une académie, on allait aux États-Unis euh, quasiment chaque mois. On allait faire des tournois là-bas, c'était vraiment bien, c'était une bonne expérience. Mais j'ai dû revenir sur la rive sud justement pour être éligible à jouer pour les Jeux du Québec. Donc je suis venu à Longueuil, j'ai fait des MU13 à MU18 là-bas. Puis c'était une très bonne expérience également. Puis cette année, pardon, j'ai décidé de venir aux Celtics pour avoir un nouveau challenge, puis à pouvoir me développer ben, personnellement dans mon jeu. Donc, en 2 ans, tu es passé du U21 3A, alors que tu avais 18 ans, à titulaire en PLSQ où tu as 19 ans. Tu avais même au début de la saison, tu avais 18 ans encore. Où je tiens à le dire, tu as affronté des joueurs comme Zoran Basson, Rida Zouir, Sunusi Ibrahim, qui sont tous des joueurs avec un contrat pro avec le CF Montréal et qui ont disputé des minutes avec le CFM cette saison. Donc, toi, je sais que ton rêve, c'est de faire ton chemin jusqu'au niveau professionnel. Justement, sur une échelle de 100, tu considères que tu es rendu à combien de pourcents avant d'atteindre le monde professionnel? Ouais, ben moi, je pense honnêtement que je pense être à 80%, dans le sens où que cette année, j'ai fait une saison, même si elle a été compliquée collectivement, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais jouer à ce niveau malgré mes blessures et tout. J'ai pu me montrer que j'avais les capacités. Maintenant, je pense il manque déjà un coach qui me fait confiance pour à ce niveau-là. Puis je pense aussi que peut-être
travailler sur quelques points qu'avec mon coach, on en a déjà parlé, comme par exemple les prises de décision, aller plus rapidement. C'est sûr que ça avec l'expérience que tu gagnes, mais en termes de qualité, je suis convaincu que j'ai les qualités pour passer au prochain niveau, mais peut-être qu'il est juste avoir la bonne opportunité, le bon moment, le bon coach. Puis, comme on dit, c'est un petit peu de chance, mais aussi beaucoup de travail. Donc, je pense que dans les prochains mois et la prochaine année, je vais devoir beaucoup travailler pour justement signer un contrat éventuellement. Juste pour vous démontrer à quel point Yannick il se donne les moyens de réussir et d'arriver à son objectif final, qui est le niveau professionnel. Quand je jouais avec toi, puis qu'on avait des matchs à 8 heures le matin, le samedi, tu te levais à 5 heures du matin pour manger parce que techniquement, c'est recommandé de manger 3 heures avant l'effort physique. Donc, dès que je t'ai connu, ça se voit que tu avais plus faim, comme j'ai dit tout à l'heure, que 99% des joueurs. Donc maintenant, considères-tu avoir la visibilité nécessaire avec la PLSQ pour te rendre au niveau professionnel? Je considère que j'en ai assez, oui, effectivement, avec la PLSQ maintenant, qui est la CPL, il y a beaucoup plus de recruteurs qui viennent voir la PLSQ. Mais c'est sûr que si je veux optimiser mes chances, il faudrait peut-être que je fasse des essais, par exemple en Europe ou aux États-Unis. Mais pour le moment, je pense pas que c'est nécessaire, puisque, comme j'ai dit, la PLSQ m'apporte une certaine visibilité. Puis pour moi, c'est important d'avoir mon diplôme à l'université. Donc, pour le moment, je me satisfais de ça. Puis je pense que maintenant, ça va se développer de plus en plus. Maintenant, il y a des showcases qui sont mis en place par Soccer Québec. Il y a beaucoup plus d'agents qui mettent de l'attention sur la PLSQ parce qu'ils voient qu'il y a du talent. Donc, je pense que l'année prochaine, ça va être une année importante pour moi de vraiment travailler pour faire une grosse saison puis montrer que j'ai le talent pour jouer au prochain niveau. On a parlé de visibilité, puis justement, grâce à la PLSQ, récemment, tu as disputé un showcase devant les recruteurs de la CPL, donc la première division canadienne. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible, un showcase de cette ampleur, il y a à peine quelques années au Québec? Honnêtement, je pense pas. Parce que je me rappelle qu'au début, quand je voyais les matchs de la PLSQ auparavant, il y avait du talent, mais c'était les mêmes joueurs. Pendant les 5 années, c'était tout le temps les mêmes joueurs qui revenaient parce qu'au final, ces joueurs-là n'avaient pas d'opportunité d'aller ailleurs. Ben, je pense. Donc, maintenant, quand on voit avec l'arrivée de la CPL, la création de certaines ligues aussi aux États-Unis, comme la MLS Next Pro ou la NISA, même pas la NISA, mais des ligues comme ça qui prennent de l'ampleur, forcément, ben, ça donne plus d'opportunités aux jeunes. Puis maintenant, Soccer Québec ou d'autres voient qu'il y a un potentiel. Donc, le soccer, ça se développe, puis ils vont mettre de l'avant les jeunes qui considèrent à fort potentiel. Je pense que c'est quand même, ça démontre quand même des signes très encourageants pour le foot au Québec, là, un showcase comme ça. Puis d'ailleurs, tu vas en disputer un autre au début de l'année 2023, en janvier, encore au Québec, cette fois-ci devant des recruteurs de la CPL. Mais tu m'as aussi dit des recruteurs de la MLS, certains clubs, des clubs européens. Donc ça, c'est quand même fou, là. Au Canada d'avoir ça, mais surtout au Québec, c'est incroyable. Ben, c'est sûr que ça, c'est vraiment ça pour de vrai. Ça m'impressionne toujours de me dire qu'il y a des gros clubs européens qui peuvent se déplacer jusqu'à Montréal pour venir voir des jeunes d'ici. Mais je pense que maintenant, on le voit avec les jeunes talents canadiens qui font bien en Europe, des Jonathan David, Alfonso Davis, des gars comme Tejan Buchanan qui ont pas nécessairement tous fait l'académie professionnelle, qui ont fait le cursus traditionnel, donc du 3 à universitaire, puis après aller professionnel. Donc, ils voient qu'il y a du talent ici. Puis, je pense que pour le futur, on va voir de plus en plus de joueurs en Europe, puis même en MLS. Cette saison, c'était ta première saison en PLSQ avec le Celtics. L'an dernier, tu avais disputé quelques minutes avec le CS Longueuil, mais en équipe réserve. Est-ce que cette saison, ça te fait passer un cap dans ton parcours pour atteindre l'objectif du monde professionnel? Ah ouais, clairement, moi, je pense que c'est l'année que j'ai le plus appris. Donc, c'était l'année la plus difficile vu nos résultats qui n'étaient pas attendus. Donc, au début de saison, on était très attendus comme équipe. On pensait être dans le top 3 comme les deux années précédentes, pardon. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir perdu, déjà, j'ai appris à perdre, ce qui était rare avant. J'avais jamais vécu ça. Mais pas seulement pour de vrai, j'ai eu des super bons coachs. J'ai jamais autant appris tactiquement dans une saison. Donc, tactiquement, ils m'ont, avec les séances vidéo, ça m'a beaucoup aidé. Même apprendre à connaître mon corps. Vu que j'étais blessé toute la saison, j'ai dû apprendre à connaître mes limites. Donc, des fois, il fallait que je dise à mon coach, OK, c'est bon, là, je peux plus. Si je fais plus de minutes, je me blesser. Donc, j'ai appris là-dessus. Puis aussi, techniquement, j'ai beaucoup progressé dans le sens où maintenant, à force de jouer avec des meilleurs joueurs au quotidien, forcément, tu progresses. Puis,
j'espère que l'année prochaine va être encore une plus belle saison pour moi. Juste pour démontrer, Yannick, t'étais comment? Moi, je me rappelle au secondaire, justement, quand on faisait juste des petits entraînements là, entre notre équipe, quand on faisait des petits matchs ou des petits jeux entre nous, tu voulais jamais perdre. T'étais intense comme très peu de gens le sont. Puis je pense que c'est ça qui te fait te rendre où t'es rendu aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr que pour moi, c'est cet esprit ben, pour moi, c'est important la compétition. J'ai toujours, que ce soit à l'école, dans la vie de tous les jours ou sur le terrain, tout le temps, la compétition, c'est important pour moi de performer. Puis au secondaire, honnêtement, c'était les meilleurs moments aussi. Genre, j'ai jamais eu autant de plaisir qu'au secondaire parce que quand tu es avec tes meilleurs amis, c'est sûr, c'est facile de niaiser, d'être dans la rigolade, mais tu peux rigoler, pour moi, ça va ensemble. Tu peux rigoler et travailler fort. Puis selon moi, si tu n'as pas cet esprit de gagnant ou de compétition, tu peux pas aller au prochain niveau. On le voit maintenant, des joueurs, des grands joueurs, dès qu'ils sont sur le banc, oui, on va dire ils font la baboune et tout ça, mais pour moi, c'est même, ça serait pas logique pour un joueur de se contenter d'être sur le banc. Donc forcément, il y a certains comportements à avoir. Donc par exemple, des jeunes qui viennent d'arriver dans le monde professionnel, si tu es sur le banc, c'est pas mal normal. Il faut prendre ton mal en patience, mais il faut toujours que tu aies cette niaque, cette envie en plus à l'entraînement de prouver à ton coach que tu veux jouer, que tu dois jouer. Et si tu l'as pas, malheureusement, je pense pas que tu peux faire une longue carrière professionnelle. Ben, tu viens de le dire, le- les gens qui jouent au foot, souvent, mettons, tu joues dans un haut niveau, puis après tu viens jouer au récréatif, ils disent, je vais jouer pour le plaisir. Maintenant, je joue juste pour le plaisir. Mais moi, je pense que c'est une erreur, ça, parce qu'en fait, quand tu joues au foot, oui, faut faut travailler fort pour atteindre les objectifs. Mais si tu prends pas de plaisir, comme dans n'importe quel sport, ça sert à quoi de jouer? Le but, c'est, en premier lieu, c'est de prendre du plaisir. Si tu prends du plaisir, puis que tu veux faire ça de ta vie, là, tu travailles fort. Mais en premier lieu, je pense que le principal, c'est de prendre du plaisir. Mais c'est vrai, ça, c'est vraiment important. En fait, j'ai pris une prise de conscience durant la COVID où on n'avait plus de foot, que c'est vrai que souvent, je disais plus je m'en vais jouer, je disais je m'en vais m'entraîner. Donc, j'appelais un ami, je t'appelais même toi, je disais on va au terrain, on va s'entraîner, on va s'entraîner. Puis, forcément, j'ai du plaisir quand je m'entraîne, mais je le voyais plus comme un jeu. Et je pense que c'était un problème aussi parce que quand tu vois plus ça comme un jeu, c'est là que tu commences peut-être à avoir du stress, à te mettre la pression. Donc, c'est sûr que pour moi, si tu n'as plus de plaisir à jouer au foot, tu peux pas jouer à ton plein potentiel de un. Et de deux, c'est peut-être le moment de te prendre une pause. J'en ai vu beaucoup, on en parle pas souvent de la santé mentale des joueurs, mais des fois, t'as pas de break. J'en ai vu des gars là, qui partent en Floride 1 mois, 3 semaines, juste prendre du moment pour eux, puis revenir, puis ils sont encore meilleurs qu'ils étaient avant. Donc, je pense que c'est important, ça aussi. Toi, selon toi, c'est quoi tes plus grandes qualités sportivement parlant? Mettons ton top 3, tu pourrais me nommer des adjectifs pour te définir. Je dirais, de un, mon physique. J'ai toujours été un joueur très physique qui utilise ses qualités athlétiques pour pouvoir battre mes adversaires. Donc ça amène à mon deuxième point que je pense être une de mes forces, c'est mes duels. Donc je gagne sur mes duels tant défensifs qu'offensifs. Donc c'est sûr que en tant que central, il ne faut pas que tu perdes beaucoup la balle, mais quand, mettons, je joue latéral, ben, j'aime bien prendre le ballon, monter avec le ballon, dribbler, même s'il ne faut pas tout le temps le faire, mais dans les moments qu'il faut le faire, j'aime bien le faire. Puis je dirais le troisième point, pardon, je dirais la compréhension du jeu. Je comprends assez bien le jeu, je vois bien le jeu. C'est sûr que maintenant, comme on dit, pour le prochain niveau, il faut toujours jouer plus rapidement, plus vite, plus vite. Donc ça, c'est un point à travailler, mais c'est sûr que quand on me donne un point tactique, je le catch rapidement. Donc si mon coach me parle, il va me le dire, OK, ça, tu dois le faire. Admettons, je sais pas moi, le changement de point d'attaque. Le match d'après, ben, c'est sûr que je vais essayer de le faire, puis je vais le comprendre très rapidement et l'appliquer. Puis c'est quoi, admettons, trois qualités qui te définissent hors terrain, mais qui t'apportent aussi un plus sur le terrain, qui te définissent dans la vie de tous les jours, en fait. Je dirais travailleur, ambitieux et travailleur ambitieux et avoir la foi. Toujours croire en soi. Ça peut être, si tu es croyant, croire en Dieu, c'est une force supplémentaire, mais si tu ne l'es pas, juste de croire en soi, c'est hyper important d'avoir la confiance. Donc, c'est sûr que souvent, les gens vont te le dire, ah, c'est impossible, tu ne peux pas aller professionnel. Genre, c'est juste 0,1%, 0,01% du monde qui devient professionnel, mais si tu crois pas en toi, tu peux pas y arriver. Puis au final, c'est souvent du monde qui projettent leur propre peur de eux. Donc, ils se projettent leur peur de eux sur toi.
Puis la persévérance, je dirais le travail et l'ambition, parce que si tu n'as pas d'ambition, tu peux pas aller loin. Et sans le travail, même malgré les ambitions, tu ne pourras pas aller loin parce que il faut que tu aies un plan puis et que tu appliques ce plan-là pour y arriver. Donc, ma dernière question pour toi, Yannick, c'est quoi ton ou tes plus beaux moments que tu as vécu dans ta jeune carrière jusqu'à présent? Je pense que le plus beau moment que j'ai vécu de ma carrière, ma jeune carrière encore, ce serait les Jeux du Québec parce que même si on avait seulement 13 ans, on était vraiment, vraiment bien encadrés. Je me rappelle, on a fait des camps fermés. Donc pendant une semaine avant les Jeux du Québec, on était coupé un peu du monde. On voyait pas nos familles, on n'avait pas nos téléphones ou nos iPods dans le temps, vu qu'on était plus jeunes. Puis même durant la semaine des Jeux du Québec, c'était interdit. Donc on était vraiment dans une bulle. Puis même encore aujourd'hui, la plupart des gars, c'est encore mes meilleurs amis, c'est dans mes très, très bons amis. Parce qu'on a vécu quelque chose que la plupart du monde ont pas la chance de vivre. Puis, mais je pense que ce serait la plus belle expérience. Ouais. Merci à toi, Yannick, d'avoir été présent aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de t'accueillir et de pouvoir discuter avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours et également beaucoup, beaucoup de réussite parce que je pense que tu le mérites. Je t'ai vu jouer, je t'ai vu grandir autant humainement que sportivement depuis quelques années. Puis s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est toi. Donc merci à toi d'avoir été présent puis d'avoir répondu à mon appel. Ben, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour la confiance. C'était une production du programme Hors Lettres et Communication du Collège André Grasset.